Bonsoir. On va peut-être commencer après le quart d'heure chambarné. Merci à tous tout d'abord d'être présents ce soir pour l'inauguration d'un événement qui nous tient à cœur et qui, j'imagine, vous tient à cœur aussi, qui est donc l'Observatoire des Jeux Olympiques de Paris-Est. Cela étant, compte tenu des marques déposées, nous avons dû renommer cet observatoire, qui est donc dorénavant l'Observatoire pour la recherche sur les méga-événements. Et donc vous voyez l'appellation la nouvelle appellation qui n'est donc pas OJO, mais Observatoire pour la recherche sur les méga-événements. Alors, comme son nom ne l'indique pas, mais l'indique quand même, il a vocation donc, il a pour vocation de travailler sur les Jeux Olympiques en particulier, mais aussi, pourquoi pas, sur d'autres méga-événements, notamment sportifs. Alors, ceci étant dit, je voudrais remercier parmi les personnes ici présentes, monsieur le conseiller départemental des Hauts-de-Seine, messieurs les maires adjoints au sport, mesdames et messieurs les représentants et ou chargés de mission des ministères, notamment de l'éducation nationale, messieurs les inspecteurs d'académie représentant la rectrice, les représentants de la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques et les représentants et ou chargés de mission d'établissements publics. Je pense notamment au CNDS, à l'INSEP et aussi aux fédérations de sport, notamment universitaires. Monsieur le président de l'université, que je souhaite remercier aussi, mesdames et messieurs, chers collègues et invités, donc intéressés d'une façon ou d'une autre par cet événement que constituent les JO. Alors, vous avez dans la pochette qui vous a été remise l'organisation de cette soirée, cette fin d'après-midi, durant laquelle donc vous sera présenté le projet d'observatoire, les enjeux scientifiques, bien sûr, qui sont associés à cet observatoire en tant que dispositif d'évaluation, son ambition scientifique, puisque nous sommes des chercheurs et donc il y a bien une ambition scientifique à cet observatoire. Puis nous aborderons donc les 6 grands domaines qui nous semblent centraux dans cet événement, dans cet observatoire, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux sportifs, territoriaux et urbains, bien sûr, mais aussi touristiques, donc des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024. Puis enfin seront présentées finalement des déclinaisons de ces enjeux à partir de travaux que nous avons déjà effectués ou de travaux qui sont en cours sur différentes thématiques. Et nous aurons enfin le plaisir d'échanger avec vous. Donc il y aura une partie questions-réponses avec la salle et de nous retrouver enfin autour d'un petit cocktail. De façon à ne pas prendre trop de retard et de ne pas empiéter sur ce qui va être dit, puisque finalement l'essentiel va être dit après, je vous propose de suite de passer la parole à Gilles Roussel, président de l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et de la CPU. Merci Marie pour cette introduction. Donc déjà je suis extrêmement honoré d'être là aujourd'hui devant vous. Donc je voudrais remercier l'ensemble des personnes présentes, élus, voilà, acteurs locaux, acteurs de l'université, acteurs du monde sportif pour leur présence. Donc je disais que j'étais très honoré voilà, de cette ouverture et c'est avec trois casquettes différentes que je vais intervenir ce soir. Donc la première, tu l'as rappelé, je suis bien sûr le président de l'université ici, mais je suis aussi président de la conférence des présidents d'université et cette inauguration des Jeux Olympiques, de l'Observatoire des Jeux Olympiques renommé ORM, ça a pris son origine un petit peu dans la convention qui a été signée maintenant, alors je regarde mes notes parce que je me souviens plus de la date, en juin 2017 que j'ai signé, voilà, avec le comité Paris 2024, entre la conférence des présidents d'université et le comité Paris 2024, dans lequel on essayait
de soutenir cette candidature. À l'époque, c'était encore qu'une candidature, et avec différentes intentions pour montrer que les universités pouvaient être des acteurs importants dans cette aventure. Et bon, il y avait des éléments, voilà, l'éducation par le sport, la transmission des valeurs du sport, voilà, le développement des pratiques sportives, voilà, partout. Voilà, ça c'était les éléments assez généraux. Et puis on avait mis également du côté des universités, ce serait bien qu'on arrive à développer des éléments autour de la recherche et de la formation en lien avec ces Jeux olympiques et d'essayer de développer des initiatives. Et puis donc j'ai signé cette convention à l'époque en tant que président de la CPU. Et puis je sais plus si c'est pas Cécile qui m'a dit, mais ouais, c'est Cécile ou c'est Marie? Ouais, je sais plus. Enfin, quelqu'un m'a dit, mais t'as signé ce truc-là, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose chez nous? Et donc, on a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui pouvait se décliner au niveau de l'université. Donc ça, c'est le premier point que je voulais rappeler. Le deuxième point, et c'est la deuxième casquette que j'essaye de prendre ce soir, même si elle est un peu usurpée, c'est celle de président d'un établissement de l'université Paris-Est, la Commu, donc un ensemble d'établissements. Je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est parti de quelques personnes de l'université, mais tout de suite, et même si aujourd'hui quand même les 4 personnes qui sont là, c'est 4 personnes qui sont de l'université, ça a pris au-delà de l'université elle-même et plus largement au niveau d'Université Paris-Est. Et voilà, on a des collègues de Créteil qui sont là, il y a des collègues de l'IFSTAR qui sont intéressés, voilà, il y a différents voilà, collègues qui ont montré au-delà de l'université et plutôt au niveau du collectif de la commune Université Paris-Est que il y avait un intérêt pour ce sujet-là qui rentrait parfaitement dans les thématiques qu'on essaie de développer et de mettre en avant au niveau de l'Université Paris-Est, c'est-à-dire toute la dimension ville durable, et que ça rentrait parfaitement dans notre projet commun. Donc deuxième point, grande satisfaction de voir que tout ça s'inscrit dans une coopération entre établissements et dont j'espère qu'elle pourra s'élargir. Et je crois que déjà, il y a aussi des collègues d'autres universités, d'autres communes qui sont associés au projet. Et on voit que, ce qu'on m'a dit, parce que moi, c'est pas moi qui bosse, voilà, qu'il y a quand même voilà, des centaines de contacts qui ont été prises et probablement la capacité de fédérer autour de cet observatoire un grand nombre de collègues sur divers sujets. Et puis la dernière casquette que je vais utiliser ce soir, c'est celle donc de président de cette université, l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et une autre satisfaction de cet observatoire, c'est que alors 2 choses. La première chose, c'est que les personnes qui sont là, elles sont quasiment toutes les. Enfin, il y a 3 laboratoires qui sont représentés. Donc on parle souvent de cloisonnement de la recherche, des disciplines. Là, avec ce projet, on voit qu'on est capable de décloisonner les disciplines et qu'on arrive, avec les compétences qu'on a à une université, de proposer quelque chose d'un peu innovant. Donc ça, c'est un sujet que je trouve voilà, très intéressant pour l'université, de montrer qu'au-delà de ces disciplines, on peut, pour un objet particulier, une thématique particulière, arriver à fédérer des compétences a priori éloignées, que sont celles de la sociologie, de l'économie ou de l'urbanisme, et au service d'un même projet. Donc ça, c'est un point qui est important pour l'université également. Autre point important, et c'est tout l'objet de cet observatoire, c'est de montrer que l'université, elle est ouverte sur la société et qu'elle est capable de répondre à des objets d'actualité et que l'université, avec ses compétences, ses chercheurs, peut produire des recherches en lien avec les activités de la société, peut amener son regard critique, son regard indépendant, parce que c'est aussi une des caractéristiques intéressantes de ce projet, c'est sa totale indépendance du point de vue scientifique, et puis des méthodologies qui viennent de différentes disciplines au service voilà, d'un objet, il me semble, qui fédère très largement au niveau de la société. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je vous remercie de m'avoir écouté.
l'Observatoire. Et donc Pierre-Olaf Schutt va intervenir sur cette présentation donc, du projet d'Observatoire. Bonjour à tous. Donc je vais effectivement rendre un peu plus concret la présentation qu'a fait Gilles Roussel sur ce projet d'observatoire, c'est-à-dire finalement à quoi sert l'observatoire, comment il va fonctionner, qu'est-ce que c'est. Donc je voudrais vous expliquer finalement pourquoi effectivement on estime avoir besoin au sein de la communauté universitaire, de la communauté scientifique, d'un dispositif tel que cet observatoire. Donc le principe, c'est que de toute façon, effectivement, les travaux de recherche vont être réalisés sur l'objet que sont les Jeux Olympiques. Et si vous regardez sur les publications qui sont réalisées sur des Jeux Olympiques, des éditions antérieures des Jeux Olympiques, vous voyez effectivement un foisonnement de publications avec des entrées disciplinaires différentes qui touchent vraiment tous les aspects qui vont de l'aménagement, du management, de l'économie, du tourisme, de l'histoire, etc. Donc l'idée, en fait, dans ce projet d'observatoire, c'est d'essayer, au niveau de la recherche académique, de fédérer en fait les chercheurs en essayant de les mettre en relation très tôt, puisque là on est vraiment au tout début, Paris a été nommé quelques mois plus tôt, et donc essayer de fédérer les chercheurs qui prennent les Jeux Olympiques, et notamment son héritage, comme objet de recherche, pour essayer de les faire dialoguer ensemble, pour pouvoir ensuite structurer la recherche, pour constituer des équipes projets qui sont en mesure de répondre à des exigences, à des projets de recherche ou d'autres types de travaux. Et donc, finalement, qu'ils arrivent à produire des travaux académiques. Et cet observatoire se veut justement un catalyseur de la recherche, c'est-à-dire fédérer pour mobiliser, pour ensuite davantage produire sur la recherche. Mais ça, c'est l'aspect académique qui, on va le dire très honnêtement, n'est pas toujours extrêmement visible, extrêmement en lien avec la société civile. Or, il y a des attentes vis-à-vis de ces Jeux Olympiques. On parle beaucoup d'héritage, mais on est 7 ans avant l'événement. On se demande ce qui va se passer, quelle est la part des annonces, la part de la réalité. Donc ces attentes, elles viennent de tout type d'acteurs, c'est-à-dire aussi bien les parties prenantes des Jeux Olympiques que le grand public qui s'interroge aussi sur ce que va devenir cette initiative, et aussi tous les acteurs, et il y en a beaucoup dans la salle, qui suivent de près ce dispositif. Et là-dessus, justement, l'Observatoire se veut véritablement une interface, c'est-à-dire une structure qui peut faire le lien entre le monde de la recherche, sa production académique, et les parties prenantes, le grand public, en donnant une visibilité déjà aux travaux de recherche qui sont, vous le savez, publiés dans des revues académiques, souvent anglo-saxonnes, qui ont une diffusion dans des canaux un peu spécifiques et qui ne sont pas toujours simples d'accès en dehors de la communauté des chercheurs. Or, l'Observatoire se donne pour mission justement de rendre ses travaux visibles auprès du grand public et des publics intéressés, et aussi partager l'expertise, c'est-à-dire que les travaux qui sont réalisés, les chercheurs qui sont mobilisés ont une expertise, Gilles Roussel le disait, sur des méthodologies particulières, dans des disciplines multiples et complémentaires. Et donc cette expertise, elle peut aussi être mise à profit des acteurs qui interviennent au quotidien et qui s'engagent, qui travaillent activement pour mettre en place cet événement et pour s'assurer que l'héritage ne soit pas juste un mot ou un leitmotiv dans une campagne de candidature, mais que ça devienne aussi une réalité pour les territoires. Donc voilà le principe général du fonctionnement de l'Observatoire, et donc sa vocation, c'est d'arriver justement à être une interface qui permet de créer du lien entre les acteurs, de se coordonner et d'être aussi justement un interlocuteur pour l'ensemble des acteurs. Donc voilà pour son fonctionnement. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et aborder justement le projet scientifique et les travaux de recherche finalement qui vont être engagés. Et pour cela, je vais laisser la parole à mon collègue Yannick Lorty. Merci Pierre-Olaf. Donc vous l'avez compris, notre ambition scientifique, notre objectif, c'est à la fois d'évaluer et d'accompagner les Jeux Olympiques dans toute la phase de production, de préparation, et puis dans le déroulement, et puis après dans l'héritage de ces Jeux. On peut se dire que évaluer et accompagner un événement aussi important que les Jeux Olympiques, c'est ambitieux, et en même temps, c'est a priori une aventure, un défi réel.
en même temps, on peut se dire que évaluer les Jeux Olympiques, ça ne devrait pas être si difficile que ça, puisqu'il s'agit effectivement d'un méga événement. Hein. Si on regarde les chiffres habituellement donnés pour les différents Jeux Olympiques, hein, c'est donc 10 500 athlètes, 200 pays, et puis c'est surtout des dizaines de milliers de bénévoles, un nombre d'emplois selon les estimations qui se chiffrent en centaines de milliers. Ça va être aussi, ça peut être des centaines de milliers de spectateurs, et puis le nombre de téléspectateurs se chiffre lui en milliards. Donc on est en face d'un événement effectivement de grande ampleur, et on se dit évaluer un événement aussi massif, ça devrait être finalement assez facile, puisque on attend d'un événement aussi massif une empreinte aussi massive, donc qui doit être peut-être facile à mesurer. Par contre, ce n'est pas le cas de l'accompagnement. On imagine bien qu'accompagner un événement aussi singulier, ça doit être réellement compliqué. Pourtant, quand on regarde, si vous regardez un peu des travaux, des recherches, ou même les débats publics autour de la question de l'impact des Jeux Olympiques, on est frappé par le fait que beaucoup d'observateurs, beaucoup de travaux, disons, n'ont pas il n'y a pas de réel consensus sur les effets des Jeux Olympiques dans des domaines aussi différents que l'impact économique, l'effet sur l'emploi, l'effet sur l'environnement. Donc il y a beaucoup de travaux et beaucoup de débats qui sont dissonants. Et donc on se dit, c'est assez étonnant d'avoir ce contraste entre une facilité a priori d'évaluer un événement aussi massif et de l'autre des travaux qui sont souvent divergents quand on les regarde de près. Donc c'est pour ça que notre ambition, c'est d'avancer, de faire avancer la recherche avec rigueur sur l'évaluation et l'accompagnement des Jeux Olympiques, donc de mettre un effort de recherche assez considérable et dans tous les domaines, parce qu'on peut se poser la question de l'impact des Jeux Olympiques sur une grande variété de questions. Donc on veut couvrir toutes ces questions et on veut proposer des méthodologies d'évaluation qui tirent aujourd'hui le meilleur parti, disons, des nouvelles technologies de l'évaluation, on peut dire, et puis aussi de l'amélioration dans les données, dans les systèmes d'information qui sont multiples et qui vont se décliner de façon différente selon telle ou telle thématique. Et donc on veut faire cet effort collectif de recherche pour, en quelque sorte, déplacer la frontière de la recherche sur les Jeux Olympiques et plus généralement sur les méga-événements, et de façon à peut-être que demain, pour des prochains Jeux Olympiques, on laisse aussi en héritage une amélioration de la recherche et peut-être moins de débats, disons, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt sur les effets des Jeux Olympiques, et peut-être plus de mesures rigoureuses et réelles sur l'impact des Jeux dans différents domaines. Donc notre objectif dans l'ensemble, hein, c'est de déplacer la frontière de la recherche sur les Jeux Olympiques dans tous les domaines et en investissant dans des nouvelles méthodologies de recherche à l'occasion d'un événement aussi central et important que les Jeux Olympiques. Donc je vais maintenant donner la parole à Cécile Collinet pour présenter les différents enjeux de ce défi. Alors, le programme scientifique est en cours d'élaboration. On est au départ de notre réflexion, même si certains d'entre nous ont déjà initié des travaux qui peuvent rentrer dans le périmètre général des études sur les méga-événements et sur les Jeux Olympiques en particulier. Alors, nous avons structuré notre programme scientifique en 6 grands enjeux. Alors, ces enjeux, ce sont les enjeux qui sont ceux du comité de candidature, les enjeux des Jeux Olympiques eux-mêmes, et qui sont relayés dans les discours politiques, du moins ceux qui soutiennent les Jeux, et dans la presse largement, avec beaucoup de slogans autour des grandes idées que peuvent revêtir les Jeux. Ils ont aussi un intérêt, c'est qu'ils permettent aussi de structurer les questions scientifiques et d'organiser les questions de recherche et les investigations que nous allons mettre en œuvre pour balayer des secteurs très larges, si on parle au niveau des domaines scientifiques qui vont des sciences sociales aux sciences de la matière, par exemple.
Et ça nous permet donc de concevoir un ensemble donc d'indicateurs, un ensemble de méthodologies qui nous permettront, comme ça a été déjà dit, à la fois donc de suivre l'organisation des Jeux, de l'observer dans sa mise en œuvre jusqu'à l'événement, d'accompagner éventuellement donc les parties prenantes, mais aussi de mesurer à la fois l'impact des Jeux et son héritage, mais aussi évaluer le respect des engagements. Parce que pour chacun de ces enjeux correspondent finalement des engagements. Alors ces 6 enjeux sont les suivants. On a évidemment l'enjeu économique, puisqu'il y a un engagement de faire des Jeux économes et créateurs de richesse. Et ça, c'est le cœur vraiment aussi de la proposition Paris 2024. Il y a aussi donc un enjeu environnemental, puisqu'on insiste aussi très souvent sur le fait que ces Jeux doivent être durables et verts. Il y a un enjeu social. On parle beaucoup de Jeux inclusifs et de partage et d'inclusion de tous. Il y a un enjeu sportif. Il revient souvent dans la presse l'idée d'infuser la culture sportive, c'est-à-dire finalement de permettre à la France d'être une nation plus sportive qu'elle n'est, étant donné que par rapport à certains pays, notamment européens, elle reste quand même encore un peu à la traîne. Il y a un enjeu territorial et urbain, bien sûr, puisqu'il s'agit de définir un bien commun territorial, et ça aussi c'est quelque chose qui revient très souvent dans les médias. Et enfin, évidemment, un enjeu touristique, puisque les Jeux Olympiques sont souvent présentés comme une aubaine pour le tourisme, mais bien sûr, ils doivent bénéficier aux touristes, mais aussi aux habitants dans une équation qui n'est pas toujours facile à tenir. Voilà, donc pour la suite, nous allons pour chacun de ces enjeux vous présenter des petites communications avec des chercheurs qui ont accepté donc de présenter et qui travaillent dans chacun de ces enjeux. Les présentations sont assez hétérogènes. Il peut s'agir de présentations plus programmatiques, c'est-à-dire avec un programme de recherche et des questions de recherche. Ça peut être des réflexions plus méthodologiques, c'est-à-dire qui vont s'interroger sur les indicateurs à mettre en place pour suivre l'événement dans un secteur ou dans un autre, ou ça peut être des premiers résultats de recherche, puisque certaines recherches ont déjà été initiées récemment. Voilà, donc pour commencer, je vais laisser la parole à Yannick Lorty, qui va attaquer le noyau central des Jeux Olympiques, c'est-à-dire l'enjeu économique qui est souvent présenté comme le cœur de la problématique des Jeux. Merci Cécile. Donc, je vais parler des enjeux économiques et en même temps, je vais aussi parler un peu de méthodologie d'évaluation. Donc l'objectif qu'on va devoir décliner pour tous les thèmes d'investigation, donc tous les domaines dans lesquels les Jeux Olympiques peuvent potentiellement produire des impacts, et ils sont très nombreux, on va les détailler, ça va être de mesurer, d'apprécier, d'évaluer l'effet causal des Jeux Olympiques sur tel ou tel domaine. Enfin, ça va être l'une des questions de recherche, c'est pas la seule, mais ce sera l'une de nos questions centrales. Donc on va décliner cette question sur des domaines aussi différents que l'emploi, l'activité économique, le coût budgétaire aussi, et puis les pratiques sportives, le tourisme, l'environnement. Alors, pour répondre à ce type de questionnement, évaluer un impact causal, toutes choses égales par ailleurs, il y a 2 grandes familles de méthodologies. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante, qui mobilise des modèles, qui mobilise des représentations, souvent des représentations formalisées, du fonctionnement d'une partie de l'activité humaine ou de l'économie. Et puis, il y a des évaluations ex post, qui, elles, mobilisent des données sur ce qui est effectivement ce qui s'est passé dans une partie de l'activité. Et ces évaluations ex post, on les appelle aussi les évaluations d'impact. Alors, on se dit que tant pour les évaluations ex ante, mais surtout pour les évaluations d'impact, les Jeux Olympiques réunissent un ensemble de conditions qui sont relativement facilitantes pour les évaluateurs. La première que j'ai déjà évoquée, c'est que c'est un événement massif, donc on devrait avoir beaucoup d'impact sur les données. Quand on regarde par exemple l'effet sur l'emploi ou l'effet économique ou l'effet sur le tourisme, on devrait attendre beaucoup d'impact. La deuxième, c'est que les Jeux sont localisés dans l'espace. Ça va se passer, comme vous le savez, à Paris, autour de Paris, un peu en Seine-Saint-Denis, un peu à Marseille, mais ça va être très localisé. Et puis évidemment, c'est localisé aussi dans le temps. Alors bien sûr, il y a les effets de la préparation des Jeux Olympiques, de leur organisation, mais l'événement lui-même, ça dure 2 semaines et demie, au mois d'août 2024. Donc on a a priori des conditions qui font qu'on va pouvoir évaluer facilement.
on attend un choc majeur, localisé dans le temps et dans l'espace. Donc on devrait facilement pouvoir trouver ce qu'on appelle un contrefactuel pour mesurer les effets de cet événement. Alors, parlons un peu de ce problème du contrefactuel. Si on prend une série, donc imaginons qu'on sache mesurer un indicateur un peu clé de l'impact des Jeux Olympiques, qu'on appelle une variable d'intérêt, une variable de résultat, un outcome, et que donc on a déjà toutes les données, on sait ce qui va se passer avant, on sait ce qui va se passer pendant, et puis ce qui va se passer après. Et ce qu'on veut, c'est dire, dans l'évolution de cet indicateur, quelle est la part qui vient véritablement des Jeux Olympiques. Alors, le problème, c'est que si on sait mesurer l'indicateur, ça ne suffit pas, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, puisqu'il va falloir aussi dire, dans l'évolution pendant les Jeux, ou même avant et surtout après, quelle est la part qui vient effectivement de l'impact des Jeux Olympiques. Et là, évidemment, il nous faut ce qu'on appelle un contrefactuel, c'est-à-dire l'évolution de l'indicateur indépendamment des Jeux Olympiques, dans un état du monde où les Jeux Olympiques n'auraient pas été organisés. Évidemment, c'est assez compliqué d'observer l'état du monde dans lequel les Jeux Olympiques ne vont pas avoir lieu à Paris, puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils vont avoir lieu à Paris. Et donc, c'est le problème dit du contrefactuel. On dit, en fait, c'est aussi la question de l'évaluation. Faire une bonne évaluation, c'est d'avoir un bon contrefactuel. C'est assez facile d'observer ce qui se passe en présence de l'événement. C'est beaucoup plus compliqué d'observer ce qui se passe en l'absence de l'événement. Et donc, toute la technologie qu'on doit mettre en œuvre, c'est une technologie qui vise à construire un bon contrefactuel. Et on peut dire que même les classes d'évaluation, les familles d'évaluation se distinguent selon la façon dont elles construisent ce contrefactuel. Pour certaines technologies d'évaluation, le contrefactuel il est véritablement fabriqué par le chercheur, et pour d'autres, il va être réinventé, il va être produit de façon artificielle et de façon ex post. Et on peut comme ça faire toute présenter les différentes familles d'évaluation selon la façon dont elles construisent le contrefactuel. Évidemment, si on se trompe dans le contrefactuel, on se trompe complètement dans l'évaluation. Alors comment est-ce qu'on fait pour construire le contrefactuel? Eh bien, il existe aujourd'hui des nouvelles technologies statistiques qui permettent effectivement de construire de façon plus satisfaisante peut-être qu'il y a 10 ou 20 ans des contrefactuels. L'une de ces technologies, c'est ce qu'on appelle la méthode dite du contrôle synthétique. On va chercher dans un grand nombre d'indicateurs qui ont les mêmes caractéristiques que l'indicateur qui nous intéresse. On va essayer de chercher un ensemble de témoins qui ont à peu près les mêmes évolutions que l'évolution de l'indicateur qui nous intéresse. Et on va vérifier avant le déroulement de l'événement, avant 2024, on va essayer de repérer des séries concomitantes, des séries qui ont les mêmes tendances, les mêmes cycles, les mêmes propriétés statistiques en fait que la série qui nous intéresse. Et en combinant toutes ces séries, donc on va les sélectionner sur la base de leur proximité, elles contiennent toutes un peu d'informations qui va nous permettre de renseigner l'évolution de l'indicateur. Et on peut construire, donc on a des technologies statistiques qui le permettent aujourd'hui, on peut construire à partir de l'information comprise dans ces différentes séries, une série dite de contrôle, ou une série dite de contrôle synthétique qui est artificiellement générée à partir des informations contenues dans les autres séries et à partir bien sûr de l'information contenue dans la série qu'on essaye d'imiter. Et l'idée après, c'est tout simplement de regarder comment évolue en différence la série effective et puis la série synthétique produite par le chercheur avec des technologies statistiques adaptées aux données. Voilà, ça va être un peu le problème qu'on va devoir décliner dans des domaines aussi différents que l'emploi, l'activité économique, l'environnement, etc., etc. Et donc chaque chercheur a une façon différente de produire ce contrefactuel et ça va être effectivement aussi très intéressant de regarder, peut-être aussi de mettre en commun une partie de nos travaux pour essayer d'améliorer la qualité du contrefactuel parce que c'est l'enjeu central de l'évaluation des méga-événements tels que les Jeux Olympiques. Alors, pour améliorer la qualité du contrefactuel, donc, on va s'appuyer sur des nouvelles méthodes d'évaluation. D'abord, on va s'appuyer sur de nouveaux gisements de données. Il y a effectivement donc, des données qui sont produites régulièrement, des sources d'enquête publique, des sources administratives qu'on va pouvoir mobiliser
mobiliser, mais on va aussi mobiliser toutes les nouvelles sources de données liées à la diffusion des technologies de l'information et des communications, la diffusion du numérique, ce qu'on appelle les données massives, qu'on va pouvoir mobiliser également. Et puis, on voudrait compléter ces sources nouvelles et ces sources usuelles par d'autres sources de données qui sont en fait des systèmes d'enquête un peu ad hoc qu'on va déployer tout au long des années qui viennent, des enquêtes auprès des publics concernés, des enquêtes auprès des sportifs, auprès des salariés ou des bénévoles, auprès aussi des structures qui vont être impliquées dans l'organisation des Jeux. Donc on peut imaginer un ensemble d'enquêtes statistiques à des fins d'évaluation qu'il faut concevoir d'emblée de façon peut-être collective pour préparer l'évaluation. Sur la base de ces réservoirs de données, on va mobiliser des traitements de données, de la modélisation, différentes approches statistiques qui permettent de traiter les données. Et puis l'objectif de tout cela, c'est un objectif académique. On veut produire un ensemble de papiers de recherche qui renseignent sur les effets des Jeux Olympiques dans différents domaines. Et puis, on va aussi produire des papiers de recherche sur d'autres sujets, mais ça sera un sujet central. Et on peut également utiliser tout ce système d'information à des fins de pilotage, d'accompagnement des Jeux Olympiques. Et on peut rendre d'autres services que simplement évaluer, ce qui est déjà notre objectif central, mais on peut faire aussi d'autres choses. Et donc, l'idée, ça va être de décliner cette approche dans différentes thématiques. Pour cela, on va être appuyé aussi. Alors, il y a beaucoup de ressources de recherche qui vont être mobilisées dans cette aventure. On a déjà identifié un certain nombre, mais on va en identifier d'autres. Et donc, parmi ces sources, moi, je représente une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Travail, Emploi et Politique Publique, qui réunit 200 enseignants-chercheurs, spécialistes des technologies d'évaluation, justement. Il y a beaucoup d'économistes. Il y a aussi quelques sociologues et des gestionnaires, et qui sont donc très intéressés par l'évaluation des politiques publiques. En fait, c'est la seule fédération de recherche du CNRS qui est présente sur ce champ de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, c'est à la fois, comme c'est la seule, c'est à la fois la plus grande et la plus petite. Hein, et on a aussi comme autre domaine d'intérêt, donc le travail et l'emploi. Et donc, on va en particulier s'intéresser à l'impact sur l'emploi des Jeux Olympiques. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je passe la parole à Gilles Forêt pour d'autres enjeux. Merci, bonsoir. Donc, je m'appelle Gilles Forêt, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil, dans un laboratoire qui s'appelle le LISA, et je suis aussi animateur d'un réseau de recherche soutenu par la région Île-de-France sur la qualité de l'air. Donc nous, on a pris un peu le train en marche, hein, donc on a une réflexion qui est sans doute un peu moins mature que celle de nos collègues, mais je vais quand même vous exposer un peu les questionnements qu'on a. Donc la qualité de l'air, c'est un problème de santé publique, hein, qui est largement avéré. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'on essaye de relier les sources de pollution, de les caractériser, que ce soit en air ambiant ou en air intérieur, et de les relier aux impacts sanitaires pour après trouver des solutions et mettre en place des politiques de réduction qui soient efficaces. C'est un effort qui est fait depuis plusieurs années, hein. C'est pas un problème qui est nouveau, mais on se heurte encore à un certain nombre de verrous scientifiques, et il faut qu'on soit capable de caractériser plus finement cette relation entre les émissions de polluants et les impacts sanitaires. Alors pour lever les verrous scientifiques qui se posent à nous, eh ben on s'est structuré en un réseau francilien. On est soutenu par la région Île-de-France sous la forme d'un domaine d'intérêt majeur émergent. Et l'objectif, c'est de structurer tous les acteurs franciliens de la qualité de l'air. Notamment, la stratégie qui est employée, c'est de mettre en œuvre un décloisonnement thématique. On a des thématiques très diverses, dans lesquelles la maturité de la recherche est parfois assez avancée, et donc on pense qu'on va lever des verrous importants en mettant en commun nos savoirs et ainsi développer des approches, des outils qui vont permettre d'améliorer la connaissance qu'on a et l'efficacité de nos politiques de réduction de la qualité de l'air. Ce qui est important aussi, c'est que, et c'est l'objet de ce réseau, c'est de mettre en synergie les acteurs académiques, donc les laboratoires, mais aussi les opérationnels, par exemple Air Paris, Foulineris, les agences qui sont responsables de la gestion de la qualité de l'air, l'ADEME, l'ANSES, ou aussi l'IAU pour l'urbanisme, et le monde socio-économique, puisqu'on veut évidemment faire de la valorisation de nos travaux
de recherche. Alors comme je l'ai dit, on est sur le questionnement des Jeux Olympiques, on a une réflexion qui est un peu moins mature. On a déjà commencé à réfléchir un peu aux enjeux de la qualité de l'air dans le contexte des Jeux Olympiques. Et évidemment, les Jeux Olympiques, ça va être accompagné de chantiers. Ces chantiers ont potentiellement un impact important sur la qualité de l'air, surtout notamment pour la pollution de proximité. Il va y avoir des transformations importantes dans le domaine des transports, de la mobilité, que ce soit en amont des Jeux Olympiques, liés aux chantiers, mais aussi au moment des Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'est d'évaluer l'impact que ça va avoir sur la qualité de l'air. Il y a évidemment la question de la pratique du sport, que ce soit pour les citoyens ou pour les sportifs de haut niveau. Quel impact de la pratique du sport dans un environnement où éventuellement la qualité de l'air n'est pas bonne, éventuellement quel impact sur les performances aussi. Et puis que ce soit au niveau de la région ou de la France et même de l'Europe, il y a des objectifs à atteindre en termes de niveau de polluants. Alors là, j'ai cité par exemple l'ozone ou les particules, mais il y en a bien d'autres. Et donc l'idée, c'est les objectifs qu'on se fixe à moyen terme, par exemple, comment les Jeux Olympiques, ça peut être aussi un moteur pour atteindre ces objectifs plus rapidement, et quelles vont être les tendances au moment des Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est encore un peu jeune, mais c'est l'état de notre réflexion. Merci. Et puis, donc, à présent, on va écouter Efficacity. Merci. Donc, Michel Salem-Sermanet, je dirige l'Institut pour la transition énergétique de la ville, Efficacity, qui est un institut multipartenaire dont l'UPEM fait partie, qui rassemble une trentaine d'acteurs publics et privés, donc des industriels, des ingénieristes et des organismes académiques qui travaillent ensemble pour trouver des méthodes, des outils un peu novateurs pour accompagner la transition énergétique et transition environnementale plus généralement du monde urbain en France. En France et à vocation également à déployer ces méthodes dans d'autres pays. Alors, j'en profite pour remercier l'UPEM de nous avoir impliqués dans cet observatoire, et notre implication sera de contribuer sur cette thématique environnementale. Donc le défi environnemental, vous avez à l'écran la stratégie de durabilité, donc de développement durable, donc qui dépasse bien sûr le champ de l'environnement des JO, donc qui est en ligne avec la stratégie de durabilité du Comité international olympique. Donc chaque événement Jeux olympiques doit décliner, dans le cadre de sa candidature, ses objectifs en matière de développement durable. Et simplement, ce que je voulais souligner, c'est que dans cette stratégie de durabilité, l'environnement, au sens large, apparaît de façon extrêmement significative. Donc les questions de climat, les questions d'infrastructure, d'énergie, eau, déchets, d'économie circulaire, de mobilité. Donc on voit que les défis de l'environnement sont absolument majeurs. Ce qui a été fait dans le cadre des JO, comme des précédents JO, donc Londres et Rio, c'était de mettre en avant des objectifs. Et donc vous voyez là quelques objectifs sur des questions environnementales qui sont dans une certaine mesure déjà à ce stade quantifiés, et pour une certaine mesure également qui restent à préciser. Donc vous avez des objectifs sur les questions de climat, questions donc d'émissions de CO2, avec un objectif très ambitieux de faire beaucoup mieux que les deux précédents JO des années 2010, Londres et Rio, donc d'avoir des émissions de CO2 moitié moindres que ces deux JO qui avaient déjà des ambitions environnementales fortes. Alors bien sûr, vous avez en tête que tous les JO sont censés être les plus verts de l'histoire. C'est quelque chose qui est un slogan, je dirais, qu'on retrouve de manière assez systématique. Il y a eu vraiment un effort de fait depuis Londres. Pékin déjà, mais vraiment Londres a mis un accent très fort, avec en particulier le fait d'être accompagné par des organismes indépendants, des ONG internationales, pour avoir une certaine crédibilité dans l'affichage des objectifs et ensuite des résultats. Voilà, Rio a embrayé également dans cette tendance, et voilà, donc on a ça comme référence, et donc on va essayer de faire 2 fois mieux en quelque sorte, donc d'avoir des émissions de moitié celles de ces 2 événements les plus récents.
Également en termes d'énergie, hein, bien évidemment, donc on veut mettre l'accent sur les énergies renouvelables, en particulier donc pour l'approvisionnement en électricité, et puis de faire en sorte que toutes les constructions neuves, hein, qui ont, comme vous le savez, des standards extrêmement exigeants en termes de performance énergétique, soit au meilleur niveau. Et c'est un exemple d'ailleurs là où il reste encore à préciser, hein, quel est ce niveau, puisqu'il y a différents labels, ce sont des choses qui évoluent régulièrement. De la même façon, sur les matériaux, sur les questions d'économie circulaire, on a des objectifs important. Et enfin, en matière de mobilité, hein, vous savez sans doute classiquement que sur un territoire urbain donné, la mobilité représente entre un tiers et la moitié de l'empreinte environnementale. Donc là, évidemment, on a un objectif très important d'accès au site par les spectateurs, dont de 100% en transport collectif ou mode actif, et puis donc zéro émission pour les véhicules officiels. Alors ça, ce sont les objectifs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de défis? Parce qu'il y a un vrai défi à atteindre ces objectifs. Ces objectifs sont ambitieux. Comment les atteindre? Alors d'abord, Paris a des atouts que j'ai résumés en trois éléments clés. D'abord, on va avoir un site très compact, hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelques événements dans le sud de la France, mais l'essentiel se fait sur un périmètre très restreint, ce qui du coup a un impact environnemental d'emblée très réduit, ne serait-ce qu'en termes de mobilité. L'impact mobilité, c'est une chose importante, je l'ai rappelé. Il y a aussi un impact très important en termes de construction. On aura peu de construction, hein, puisque l'essentiel des infrastructures existe. Et on aura par ailleurs des constructions qui sont pensées avec cet objectif d'héritage, cet objectif de servir dans la durée. Et donc ce sont des constructions qui sont pour la plupart pérennes ou pour la plupart qui permettent d'être adaptées pour être utilisables dans la durée. Et donc également ça conduit à une véritable sobriété de l'empreinte environnementale. On a aussi la Seine, hein, qui va jouer, comme vous le savez, un rôle important sur le plan des événements sportifs eux-mêmes ou en termes de vecteurs de mobilité, donc qui est un atout évidemment pour Paris. Néanmoins, c'est complexe. Alors pourquoi est-ce que c'est complexe? Différents éléments. D'abord sur le fond, c'est le point numéro 2, ça reste un territoire qui est complexe en termes de desserte, hein, et je le disais tout à l'heure, la mobilité, c'est parfois entre un tiers et la moitié de l'empreinte. Alors bien évidemment, il y a des infrastructures majeures, on pense au Grand Paris Express, hein, qui sont réalisées pour cette date, mais ça reste globalement un territoire qui est contraint et pour lequel c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Alors ensuite, les points 1 et 3, sur le plan méthodologique, et donc je fais le lien avec les travaux scientifiques, hein, qui vont être menés dans le cadre de cet observatoire, on ne sait pas bien aujourd'hui mesurer, évaluer l'empreinte environnementale à la fois dans la durée, hein, c'est ce qu'on appelle l'évaluation environnementale continue, dans la durée d'une part, et d'autre part à l'échelle d'un quartier. Alors on sait très bien le faire à l'échelle d'un bâtiment, hein, vous le savez, il y a des certifications très très précises, hein, mais le faire à cette échelle de projets urbains, puisqu'il s'agit en fait d'un certain nombre de projets urbains, il y a le village ou les villages, il y a des grands équipements publics de sportifs comme la piscine, etc. Donc en fait, il s'agit d'un certain nombre de projets urbains, de composantes urbaines, évaluer précisément l'empreinte environnementale, l'évaluation environnementale de ces projets urbains, à la fois dans la longue durée et à l'échelle d'un quartier, on ne sait pas le faire en fait. On ne sait pas le faire aujourd'hui, donc Efficacity, avec d'autres partenaires, nous travaillons sur ce sujet précis parce que ça intéresse tout le monde, hein, de savoir quel est l'impact vraiment d'un projet urbain, d'un projet d'aménagement. En fait, on ne sait pas le faire. Si on veut le faire de façon rigoureuse et complète. Alors je vais juste donner un exemple. Vous connaissez par exemple l'approche coût global, quand on fait une évaluation économique, ça permet de prendre en compte vraiment ce que coûte un projet. Ce que coûte un projet sur le plan environnemental, on appelle ça l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de faire le calcul sur tout le cycle de vie du projet. Donc par exemple pour les émissions de CO2, on ne va pas uniquement se poser la question quelles sont les émissions de CO2 pendant l'événement ou même pendant les dizaines d'années de durée de vie des infrastructures qu'on va construire, mais également ce qu'a coûté en termes de CO2 la construction
de ces infrastructures, le transport des matériaux, et puis en fin de vie, les réhabilitations lourdes, les démolitions, le recyclage des matériaux. Donc vous voyez, on est pratiquement sur une durée de 100 ans. On ne sait pas le faire sur le plan méthodologique à cette échelle, en tout cas pas précisément. Et du coup, c'est une formidable opportunité, parce que les JO, on peut le penser, vont nous donner des moyens, une dynamique pour faire avancer ces méthodologies. Et les JO, en tout cas pour nous, c'est finalement des projets urbains comme d'autres. Et ce que l'on aura appris à faire sur les JO, je pense que ça sera extrêmement intéressant pour le faire de manière ensuite plus systématique et plus facile sur tout un tas de grands projets urbains, que ce soit des méga-événements ou pas. La dernière contrainte, et j'arrête là, c'est que malheureusement, même si la COP21 est passée par là, même si la France veut être à l'avant-garde de ces questions environnementales, malheureusement, il y a beaucoup d'autres priorités pour cet événement que les performances environnementales. Alors, simplement, j'ai eu la chance de participer quelques années à la préparation des JO de Londres, et j'étais dans l'équipe qui travaillait sur justement l'héritage du projet urbain, en particulier le défi environnemental. Et c'était très enthousiasmant, mais en même temps un peu frustrant de constater que ce n'était pas la première priorité, forcément. Hein. Donc il y a de nombreuses autres priorités, hein, la bonne organisation de l'événement, bien sûr le nombre de médailles, les questions de sécurité. Voilà. Le défi environnemental, voilà, c'est une priorité parmi d'autres. Et simplement, je pense que l'Observatoire peut être l'occasion de rendre peut-être plus facilement compréhensibles ces enjeux environnementaux. Quand on parle de tonnes de CO2, c'est pas toujours très simple. Si on arrive à rendre compréhensible par le grand public ce que ça représente vraiment, peut-être qu'on fera en sorte que ça reste parmi les toutes premières priorités. Donc non, ça va aller. Je vais vous parler un petit peu d'un des enjeux sociaux des Jeux Olympiques, hein, qui reste quand même central, puisque très relayé dans les médias et très relayé dans les slogans des Jeux eux-mêmes, puisque finalement, dans ces Jeux-là, il est défendu l'idée qu'ils doivent être inclusifs, et la notion de partage est vraiment très importante, comme on peut le voir dans les différentes affiches publicitaires ou dans les médias. Hop, ça va un peu vite pour moi. Voilà. Et voilà. Donc cette notion de jeu inclusif et de partage, c'est l'idée que finalement, mais ça c'est un petit souci. Alors je veux bien que tu le fasses du coup. Parce que ça passe un peu vite. C'est l'idée que toute la population doit être embarquée dans cet événement. D'ailleurs, embarquer la population, c'est quelque chose qui a été repris par la ministre des Sports assez régulièrement, donc dans ses interviews. Il s'agit donc de faire une grande fête dans laquelle l'ensemble de la population participe dans un espèce d'enthousiasme au moment d'une trêve magnifique dans laquelle tout le monde serait partie prenante. Ça, c'est vraiment le discours de l'idéal olympique un peu fantasmé, qui est d'ailleurs battu en brèche par un certain nombre de sociologues critiques qui insistent sur le caractère factice et sur l'endormissement des consciences, etc. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Enfin, toujours est-il que les Jeux ont un enjeu d'inclusion très fort. Et d'ailleurs, au niveau de la population et de ces différentes catégories sociales, tout le monde doit participer à ce grand événement. Et lorsqu'on le regarde, les différentes enquêtes qui ont été produites sur la candidature de Paris, de manière générale, on peut se rendre compte que la population est favorable, content, souhaite accueillir les Jeux, puisqu'on a un certain nombre d'enquêtes, et selon les échantillons, de 60 à 80% des personnes seraient tout à fait heureuses de recevoir ces Jeux Olympiques. Alors la question qu'on s'est posée, c'est maintenant que la France a
les Jeux pour de vrai, hein, quelle est l'opinion de la population par rapport à ces Jeux? On a eu l'idée de prendre un petit peu le pouls de cette opinion en population générale, mais aussi pour des populations plus ciblées, puisqu'on a travaillé sur les étudiants franciliens d'une part, et on va travailler sur les habitants de Seine-Saint-Denis. Donc la question, c'est de savoir, eh bien, finalement, est-ce que les personnes sont aussi enthousiastes maintenant que la candidature est actée? Est-ce qu'il y a des personnes plus indifférentes, voire hostiles aux Jeux? Et n'y a-t-il pas des personnes qui se sentent exclues des Jeux? Et qui sont-elles, sociologiquement parlant? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons fait une première enquête exploratoire qui est encore en cours, donc je ne pourrai pas vous en livrer tous les résultats finement, mais quelques petits carottages, puisqu'on a regardé de façon un petit peu, partielle, quelques résultats. On a mené une enquête donc par questionnaire sur la réception des Jeux Olympiques et la façon dont les personnes l'aperçoivent, avec mes collègues Mathieu Delalandre et Sandy Baudouin, que je salue au passage. Donc on a récolté un nombre important, 1500 réponses, donc 900 réponses de la part des étudiants franciliens, qui nous ont permis de creuser un petit peu, cette question de l'inclusion, de l'enthousiasme de cet événement. Les étudiants, c'était particulièrement intéressant parce que c'est une population à laquelle on a accès, donc on n'a pas travaillé que sur le périmètre de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, nous avons travaillé aussi sur l'ensemble des universités franciliennes. Par ailleurs, c'est un public qui est particulièrement qui devrait normalement être concerné par l'événement, un public particulièrement jeune, donc plutôt sportif, d'après les chiffres de la pratique sportive francilienne et française. Donc, ce sont plutôt les pratiquants sont plutôt jeunes et plutôt étudiants, et qui devraient donc être de façon assez massive, favorable à l'événement. Or, on a quelques chiffres qui peuvent nous interroger et qui sont particulièrement donc intéressants. Déjà, de manière générale, on a relevé que 17% des étudiants présentaient peu d'intérêt pour l'olympisme en général. Par ailleurs, 19,3% d'entre eux étaient carrément défavorables à l'organisation des Jeux Olympiques. 33,3% étaient indifférents ou hostiles à l'organisation des Jeux à Paris, hors filière sportive. On a exclu les étudiants de la filière sportive de nos résultats pour certains d'entre eux parce que, effectivement, ça biaisait un petit peu les résultats, étant donné qu'il y a quand même une connexion assez forte entre l'intérêt pour l'olympisme et le choix de faire une filière sportive à l'université. Par ailleurs, 27% pensent qu'ils ne se déplaceront pas pour les Jeux Olympiques. Et 50% de ceux-ci pensent que les places seront trop chères et que finalement, ils n'auront pas accès au spectacle. Donc là, ce sont des résultats qui sont partiels, bien sûr, qui sont en cours de traitement et qui seront beaucoup plus fouillés et approfondis. Mais néanmoins, ça peut quand même nous interroger sur l'implication de cette population, qui est quand même une population cœur de cible pour un événement de cette sorte, et sur la manière aussi, peut-être, de les impliquer dans l'événement. Il se trouve qu'on termine la semaine olympique à l'école et à l'université, et je crois que un certain nombre d'événements seront mis en place jusqu'au moment donc des Jeux Olympiques pour essayer donc d'embarquer cette population estudiantine dans le projet et dans l'organisation des Jeux Olympiques, et nous serons amenés donc à faire cette enquête de façon assez régulière pour prendre le pouls donc à des moments différents. En population générale, nos résultats sont encore partiels, mais on a quelques éléments intéressants aussi, puisque 61% des personnes émettent des inquiétudes fortes par rapport donc à l'organisation des Jeux, et ces inquiétudes sont relatives à leur vie quotidienne, notamment la gêne dans leurs déplacements quotidiens, l'afflux de touristes ou l'augmentation des prix. Donc il y a quand même des inquiétudes tout à fait légitimes. Par ailleurs, les conséquences financières sont jugées
jugé en termes plutôt de façon négative par 45,3% de la population interrogée. Et lorsque les personnes pensent que finalement l'impact sur le développement territorial sera nul pour 46,7% des personnes interrogées. Donc finalement, des résultats qui questionnent aussi et qui sont évidemment invitent à approfondir, mais qui questionnent quand même cette organisation et cette espèce de discours un petit peu trop positif sur l'organisation des Jeux et qui méritent des réponses et qui pourraient orienter à la fois la communication sur les Jeux Olympiques et en même temps les modes d'implication des publics dans cet événement qui, pendant 6 ans, va devoir mobiliser les attentions et qui certainement va entraîner donc un certain nombre de modifications par rapport aux résultats que nous avons à l'heure actuelle, notamment quand les travaux spécifiques à l'organisation des Jeux vont démarrer. Voilà, donc ça c'est une enquête exploratoire qui a pour but de s'interroger un petit peu sur cette question de l'inclusion et du partage en essayant de regarder un peu sur des populations particulières quels sont les problèmes que posent les Jeux et pour éviter d'avoir une vision un petit peu idyllique de l'organisation de ceux-ci et pour ne pas coller à cette espèce de slogan ou d'image idéalisée des Jeux qui consiste à dire que finalement c'est un événement qui rassemble tout le monde dans un espèce d'euphorisme béat. Voilà, merci. Donc, on va continuer donc, avec Claire Pevergne de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Paris, de l'Institut régional de développement du sport, à vous parler un petit peu des enjeux sportifs, puisque vous le savez, les Jeux doivent permettre d'augmenter la pratique sportive, mais aussi beaucoup d'objectifs sociaux sont liés à la pratique sportive, que ce soit l'intégration des personnes en situation de handicap ou des missions d'éducation au sens large. Donc toujours pour essayer d'élargir ce panorama en vous montrant un petit peu ce que l'Observatoire peut faire, va faire, est en train de réfléchir. L'idée, c'est de vous montrer à travers quelques résultats aussi cette partie qui est un peu la partie, le suivi d'indicateurs par rapport justement à des engagements au niveau de l'héritage. C'est-à-dire, est-ce que les engagements qui ont été pris au départ vont s'accompagner des faits, et l'objectif, c'est de pouvoir accompagner aussi les politiques publiques en mesurant les effets qui ont été prévus à travers du suivi d'indicateurs. Donc on va vous donner quelques exemples. Donc c'est des indicateurs que l'on peut travailler nous au sein de l'Observatoire, mais aussi pour lequel, comme je l'ai dit, dans la perspective de donner une visibilité à la recherche, l'idée c'est aussi de donner à voir des résultats d'études qui soient menés, ici dans l'exemple qu'on va prendre, aussi bien par l'IRDS, mais aussi par dans d'autres rapports que l'on va mentionner successivement. Merci. Alors, l'IRDS, juste peut-être un petit mot, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. C'est pas grave, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Institut régional de développement du sport. Alors, en fait, on est une structure un peu à mi-chemin, enfin, peut-être un peu osée, entre la recherche et les institutions, puisqu'en fait, on est un observatoire régional, région Île-de-France, financé principalement d'ailleurs par le Conseil régional d'Île-de-France, mais aussi par l'État mouvement sportif, côté ministère des Sports à travers la Direction régionale jeunesse et sport, et puis soutenu par le mouvement sportif, c'est-à-dire le CNOSF et le Comité régional olympique et sportif. Et donc notre objectif, c'est de l'observation et d'être un appui, un outil d'aide à la décision pour les institutions. Je remercie d'ailleurs l'UPEM de nous avoir associés à ce projet, parce que je pense qu'il est effectivement très important d'essayer d'arriver à évaluer les effets, même si nous, on est sur les indicateurs, donc on ne sera pas aussi costaud, je pense, que des évaluations exemptées ou post, c'est juste un suivi d'indicateurs. Donc l'IRDS mène effectivement des enquêtes, et notamment une enquête auprès de 3000 franciliens depuis 2007 pour connaître quelles sont leurs pratiques sportives, leurs attentes et la manière dont ils pratiquent. Alors, on a relevé un peu, comme a fait peut-être Cécile Collinet, c'est-à-dire de voir un peu les objectifs qui avaient été lancés et annoncés pendant la candidature, qui seront peut-être d'ailleurs réajustés
au fur et à mesure pendant ces 7 ans. Il y en a eu un, on ne cite pas forcément qui les a émis, mais c'est des tendances globales. On en a pris 2, mais il y en a plein d'autres. Il y en a un, c'est doubler le nombre de personnes en situation de handicap pratiquant une activité sportive au moins une fois par semaine. Alors c'est vrai qu'ici on parle beaucoup de Jeux olympiques, mais il y a aussi le paralympique, ce qui fait que ça va durer plus de 2 semaines. Mais au minimum sur un mois, même si effectivement les paralympiques, ça mobilise beaucoup moins d'athlètes. Donc doubler le nombre de personnes en situation de handicap pratiquant une activité sportive. Alors c'est sûr qu'en Île-de-France, il y a une énorme marge de progrès, hein. La petite étoile rouge, c'est la situation de l'Île-de-France par rapport à la moyenne France. Au-dessus, c'est handisport, donc handicap physique. Et puis en dessous, vous avez sport adapté qui est handicap mental et psychique, où on voit que l'Île-de-France là est très en retard avec des problématiques d'accès à la pratique sportive spécifiques pour chacune de ces 2 fédérations et très spécifiques aussi à la région Île-de-France. Un exemple justement peut-être de la difficulté aussi de suivre ces enjeux, c'est que les indicateurs, par exemple sur la pratique sportive handicapée, on n'est pas très bon en fait. On est assez mauvais déjà pour repérer vraiment ce qu'on entend par personne en situation de handicap, parce que selon la définition, ça peut être très large. Et puis ensuite, comment ils pratiquent pas forcément au club, ni forcément dans des clubs rattachés aux fédérations qui sont spécifiques sur ces handicaps. Donc en fait, on a beaucoup de mal à cerner qui pratique vraiment, mais on sait que globalement, c'est assez difficile pour des personnes en situation de handicap de faire du sport en Île-de-France. L'autre exemple enjeu qu'on a pris, c'est c'est intéressant parce que c'est un enjeu, donc multiplié par 3 la part des déplacements quotidiens effectués à vélo, c'est un enjeu qui est un peu à l'interface entre l'activité physique, la pratique sportive, on va dire, mais aussi des enjeux environnementaux et puis des enjeux de santé, c'est-à-dire de lutte contre l'inactivité et la sédentarité. Donc là, c'est un exemple de l'enquête globale transport DRIEA. Oui, donc le premier, alors c'est ça les effets. Le premier, donc on est sur les transports collectifs, c'est ça, répartition femmes-hommes. Ensuite, on voit la part de déplacement en voiture, la marche, c'est ça, et le vélo. Ça finit par le vélo. Voilà. Donc effectivement, il y a des projets, il y a des progrès importants à faire. Multiplier par 3 la part des déplacements quotidiens effectués à vélo, c'est pareil, il faut redéfinir exactement qu'est-ce qu'on entend par ça derrière. Et puis, il y a des enjeux. Alors nous, on est plus axés sur l'Île-de-France, mais ces objectifs sont France entière, bien sûr, mais il y a des problématiques particulières en Île-de-France et notamment en Grande Couronne avec des questions de développer l'intermodalité sur les modes de transport. Voilà, comme exemple. Pour donc compléter ce propos, on a une troisième aspect qu'on a essayé d'interroger. Donc vous voyez, l'idée c'est d'avoir de suivre un petit peu des engagements, voir ce qui est effectivement réalisé. Et donc pour finir les illustrations, on voudrait aussi vous parler d'un engagement qui est celui de rendre finalement les équipements accessibles, notamment en termes de proximité. Et vous avez sûrement entendu dans les médias la volonté d'avoir pour chaque Parisien un équipement à moins de 5 minutes à pied. Alors, la carte un petit peu obscure peut-être de prime abord à droite. En fait, sur cette carte, vous avez pour chacun des points un équipement sportif qui est répertorié et les polygones de couleur bleue représentent en fait cette zone qui est à moins de 5 minutes à pied de chaque point. Donc l'intérêt en fait dans la lecture de cette carte, c'est de voir que les zones blanches finalement, qui sont pas colorées en bleu, sont les zones pour lesquelles effectivement on peut avoir des parties de Paris pour lesquelles les équipements sportifs ne sont pas forcément immédiatement accessibles. Donc vous voyez que finalement cet engagement elle semble très réalisable puisque le nombre de zones blanches est en fait très réduit. Mais une des difficultés en fait dans ce suivi d'indicateurs, c'est d'arriver également à analyser finalement quelles sont les données pertinentes. Là, dans cette cartographie, on voit l'ensemble en fait des équipements sportifs de la ville de Paris. Mais sont-ils tous accessibles et à tous? Donc c'est ça la question, et du coup en fait on peut envisager une cartographie différente et beaucoup moins
entre guillemets optimiste. Et là, juste au passage, je remercie quand même les 3 étudiants qui sont mentionnés en bas de l'École nationale de sciences géographiques qui ont réalisé ces cartes. Et regardez comment la carte va se transformer en fait quand on ne retient des équipements sportifs que les équipements publics qui sont accessibles à tous et qu'on enlève des équipements privés dont certains nécessitent soit le paiement d'une prestation, soit tout simplement qui sont inaccessibles liés à l'activité d'une entreprise ou d'un club fermé et restreint. Donc vous voyez que la carte ici laisse très peu de zones blanches et en fait, une fois qu'on a supprimé tous ces équipements privés, ben là, l'enjeu n'est plus du tout le même. Alors évidemment, il ne s'agit pas de rendre cette carte entièrement bleue, mais ça ouvre la réflexion en fait sur les indicateurs. C'est-à-dire rendre des équipements accessibles, c'est bien, c'est important, mais effectivement, quels équipements? Alors là, attention, comme je le dis, c'est des travaux qui sont en cours. Hein, pour vous dire la vérité, la carte a été faite cette semaine. Donc on a encore un travail pour affiner en fait les indicateurs qui nous permettent de retenir tel ou tel équipement ou au contraire de les laisser de côté. Donc là, ça fait partie justement de la réflexion méthodologique de l'observatoire que d'arriver justement à identifier les données fiables et pertinentes qui nous permettent de travailler, de rendre compte finalement de l'avancement et de la progression de l'héritage des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est voilà, quelques illustrations justement du type de tableau de bord, de suivi que l'on s'engage à mener dans le cadre de l'activité de l'Observatoire sur les aspects du développement de la pratique sportive et que ce soit aussi bien dans la pratique licenciée que dans la pratique de tout un chacun qui n'est pas toujours organisé, donc facile à lire. Alors, pour poursuivre, sans trop perdre de temps, je vais passer tout de suite la parole à ma collègue Marie Delaplace qui parlera des enjeux touristiques liés à l'accueil des Jeux Olympiques. Merci. Est-ce que les JO sont une aubaine pour le tourisme ? C'est une question qu'un certain nombre de personnes se posent. Alors là, la méthodologie que je vais présenter, enfin en tout cas ce que j'ai fait, c'est simplement une revue de littérature parce que je n'ai pas encore contacté des touristes pour essayer de savoir si ils viendraient ou pas au moment des JO à Paris. Donc là, pour l'instant, j'en suis à un niveau qui est très basique, qui est une revue de la littérature de finalement ce qui s'est passé dans le passé au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques. Alors avant de rentrer dans les chiffres, simplement je voudrais préciser quand même qu'il y a de nombreux enjeux qui sont associés au tourisme. Il y a de nombreux enjeux qui sont associés au tourisme. Tout d'abord, des enjeux en termes de fréquentation. On attend qu'il y ait des touristes qui viennent au moment des enjeux. Et donc s'il y a des touristes qui viennent, on attend aussi une augmentation des recettes touristiques puisque ces touristes sont supposés en fait dépenser sur place. Eh bien, il y a des enjeux aussi autour de la construction d'infrastructures touristiques, parce que s'il y a des touristes en plus qui viennent, évidemment, il va bien falloir les loger. Et donc, on doit déjà construire un certain nombre d'hôtels. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des hôtels qui étaient en construction et qui devraient être prêts pour les JO. Mais il y a aussi d'autres enjeux en ce qui concerne le tourisme. C'est bien sûr de former des personnels pour accueillir ces touristes. Former des personnels d'un point de vue langue, puisqu'on va avoir une diversité finalement de personnes présentes d'origine sur le territoire. Donc il y a bien un effort de formation important, un effort de formation en termes d'accueil, un effort de formation aussi en matière de sécurité. Mais au-delà de la formation et des emplois possibles, bien sûr, il y a un enjeu terrible qui est associé aux JO, c'est que les emplois ils peuvent être créés éventuellement au moment des JO, mais faut-il encore pouvoir les pérenniser. Et un certain nombre de travaux montrent que s'il y a des emplois qui sont créés effectivement au moment des JO, eh bien la pérennisation de ces emplois n'est pas garantie. Alors, d'autres enjeux, mais je vais aller très rapidement, développer des nouveaux produits et services pour pouvoir diffuser à partir des sites des Jeux Olympiques, finalement, les touristes sur un territoire qui est plus vaste. Assurer la sécurité, bien sûr, des visiteurs, mais aussi, évidemment, des résidents pendant les différentes manifestations.
Et je vais me concentrer ici sur deux enjeux qui me semblent particulièrement importants. Un premier enjeu sur lequel j'ai travaillé qui est un enjeu en termes de fréquentation, donc regardez finalement la revue de littérature. Puis un deuxième enjeu très rapidement sur un des facteurs clés finalement de réussite de ces JO semble, dans la littérature en tout cas, être la participation des habitants dans le processus d'organisation, de planification, d'aménagement de ces JO. Autrement dit, il y a un enjeu très important qui est associé finalement au fait que les JO, c'est aussi finalement des habitants sur les territoires qui doivent s'en emparer. Alors, ces attentes souvent non réalisées. Vous avez sur la diapositive, mais là très rapidement, puisque vous avez eu le temps de la voir longuement, donc vous voyez très bien que les attentes sont importantes, mais qu'en même temps, déjà, on n'a pas forcément les résultats observés. Alors, ce qui est assez fréquent d'ailleurs dans les études concernant des grands événements, c'est qu'on a des évaluations ex ante, mais alors ex post, maintenant, une fois que l'événement est passé, évidemment, on ne s'intéresse plus à essayer de mesurer quel est l'impact de l'événement. Donc, dans un certain nombre de cas, on ne trouve pas les résultats. Donc, vous voyez finalement que sur cette diapositive, dans tous les cas, je ne rentre pas en détail, mais dans tous les cas, on attendait beaucoup plus de touristes finalement que ceux qui sont effectivement venus. Là, c'est un tableau que j'ai réalisé donc sur les impacts positifs, tout simplement sur le nombre de touristes ou les impacts négatifs sur le nombre de touristes. Alors, en bleu, c'est positif. En rouge, c'est négatif. Et puis en parme, en violet, c'est positif tout en étant négatif. Ça dépend finalement de l'indicateur que l'on prend. Alors, vous voyez très clairement que dans un certain nombre de cas, on a effectivement des visiteurs internationaux qui arrivent massivement, donc c'est le cas par exemple à Séoul. On a aussi beaucoup plus de visiteurs qui arrivent donc à Barcelone, mais en revanche, dans un certain nombre de cas, au moment des JO, on a un nombre de visiteurs moins important. Ça a été le cas à Pékin, mais ça a été le cas aussi au Japon, donc à Tokyo en 1964. On a des cas aussi où finalement les effets sont mitigés. À Atlanta, on a effectivement beaucoup plus de touristes qui sont venus, mais en même temps des recettes qui sont moindres que les recettes qui sont attendues. À Sydney, de la même façon, on a des visiteurs en Australie qui ont cru, mais des recettes, là aussi, touristiques moins importantes. Et puis, surtout, ensuite, une diminution des visiteurs. Alors, ce n'est pas de 2011, mais c'est de 2001 à 2003. À Londres, pour terminer sur Londres très rapidement, 1% de visites en plus par an par rapport à l'année précédente, mais de juillet à septembre 2012, moins 4% par rapport à la même période de 2011. Donc on voit bien que dans ce cas, au moment des Jeux Olympiques, sur le 3e trimestre, au moment des Jeux Olympiques, il y a une diminution du nombre de touristes présents. Alors on peut l'expliquer de façon relativement simple. Il y a un effet, ce qu'on appelle un effet de substitution. Il y a un effet de substitution au sens où finalement on a des touristes qui seraient venus, mais sur un autre site, et sont venus finalement sur les sites accueillis où se déroulent les JO. Puis on a un effet d'éviction, c'est-à-dire, alors c'est un effet d'éviction qui peut être temporel, les touristes qui viennent avant ou qui viennent après pour éviter justement de se retrouver sur le site où sont organisés les JO, pour éviter de se retrouver à cette période-là. Donc on peut avoir un effet d'éviction temporel, et puis on a aussi un effet qui peut être un effet spatial, puisque certains sites vont être désertés. Certains sites vont être désertés alors que les sites dans lesquels se déroulent les épreuves, il y aura des touristes. On a eu un certain nombre de titres de journaux, notamment le Daily Time en Grande-Bretagne, qui indiquait Londres est complètement désertée, il n'y a personne, c'est une ville fantôme au moment donc des épreuves des Jeux Olympiques. Alors juste ce petit focus sur Londres, vous avez sur la diapositive donc l'évolution des visites. Alors ce sont les visites internationales en pourcentage par rapport à l'année précédente, et vous voyez donc que pour le 3e trimestre de 2012, on a une diminution de ces visites internationales significative. Donc c'est durant cette période des Jeux Olympiques,
toujours pour les raisons que j'ai déjà évoquées, à savoir cet effet d'éviction et cet effet de substitution. Oups. Eh bien non, il ne veut pas repartir. Si. Voilà. Donc, sur le tourisme d'affaires. Sur le tourisme d'affaires, voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver dans la littérature. Le tourisme d'affaires, hein, vous savez, ce sont les meetings, les congrès, ce qu'on appelle MICE en anglais, Meeting, Incentive, Congress et Events. Eh bien, on voit très clairement qu'au moment, l'année des Jeux Olympiques, eh bien, le tourisme d'affaires, en fait, diminue de façon extrêmement importante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le nombre de délégués qui viennent pour des congrès, pour des événements en termes de tourisme d'affaires diminue, eh bien, toute l'industrie touristique qui est associée à ce tourisme d'affaires, évidemment, va être affectée par cette diminution. Et pour terminer, donc, un dernier élément qui me semble particulièrement important et qui renvoie là plus, finalement, à, non pas à de l'évaluation, mais à de l'accompagnement des Jeux Olympiques. Un enjeu absolument central semble être de faire en sorte que les JO soient une réussite, certes, pour les activités touristiques, mais aussi pour les habitants. Alors, pourquoi? Parce que c'est un événement, et on a un certain nombre de faits qui en attestent, c'est un événement qui peut générer des conflits avec les habitants, qui peut générer des conflits avec les habitants avant l'événement, dans la mesure où certains territoires seront plus difficiles d'accès, pendant l'événement, parce que certains territoires seront particulièrement congestionnés, et puis ensuite aussi après la manifestation. Alors ces conflits sont de nature extrêmement divers, congestion bien sûr, mais aussi augmentation des prix, par exemple, des biens et des services, destruction éventuellement de ressources culturelles et historiques, ça c'est beaucoup plus marqué pour les pays en développement et ça a été le cas à Pékin. Donc on voit bien qu'il y a des conflits possibles entre les habitants et puis finalement les touristes qui seront accueillis ensuite au moment des Jeux Olympiques. Sans parler de l'éventuelle augmentation de la fiscalité locale qui peut être associée évidemment au coût qui est généré par les Jeux Olympiques. Mais cet événement, il peut aussi créer des richesses. Il peut créer des richesses en lien avec l'activité touristique, parce qu'il crée des investissements, parce qu'il crée des emplois, et bien sûr, ces emplois, tout l'enjeu est de faire en sorte que les emplois bénéficient, profitent aux habitants locaux, c'est-à-dire vraiment aux habitants des lieux dans lesquels les événements vont se dérouler. Il permet aussi finalement de changer l'image en quelque sorte du territoire. Et pour certains territoires, je crois, en Île-de-France, ça peut être aussi particulièrement important de changer cette image, parce qu'on entend parfois parler de certains territoires juste au moment où ça va mal. Mais c'est peut-être aussi important de pouvoir parler de ces territoires lorsque finalement tout va bien. Et puis donc, la littérature montre très clairement que la participation des habitants favorise les retombées en matière de tourisme. Ce qui veut dire que finalement, si les habitants sont mis de côté dans cette opération que constituent les Jeux Olympiques, eh bien, la probabilité finalement de succès de ces Jeux Olympiques, en matière de tourisme notamment, sera plus faible. Alors, ce qui veut dire qu'il faut penser la complémentarité entre les touristes et les habitants, mais la penser bien avant. Et de ce point de vue-là, on n'est plus simplement dans la question de l'évaluation, mais on est dans la question de l'accompagnement des Jeux Olympiques. L'accompagnement des Jeux Olympiques, l'accompagnement des acteurs locaux dans pour faire en sorte que cet événement soit une réussite. Et puis donc, comment faire pour réduire les conflits et potentialiser ces complémentarités dans le temps et dans l'espace, et ce, dans tous les territoires investis, ce qui nécessite évidemment d'employer des méthodologies un petit peu différentes de certaines qui ont été présentées auparavant, c'est-à-dire il faut aller sur le terrain, il faut faire des recherches sur le terrain, avoir des entretiens avec les populations, avoir des entretiens aussi avec les acteurs locaux pour voir qu'est-ce qui peut être fait finalement pour minimiser les conflits et potentialiser les complémentarités. Et je passe la parole justement à un de mes collègues de l'école d'urbanisme de Paris qui gère la chaire du Grand Paris et qui va donc intervenir plus sur les aspects urbains.
Oui, bonsoir, merci. Donc, Daniel Béarge, j'anime avec Taoufik Swami la chaire Aménager le Grand Paris, qui est une initiative de l'école de l'an dernier, donc en partenariat avec les grands organismes publics ou parapublics en charge de l'aménagement du Grand Paris, donc la Société du Grand Paris Habitat, Grand Paris Aménagement, l'établissement public foncier et la Caisse des dépôts. Et on a centré cette chaire sur un objet assez précis qui est comment la construction métropolitaine favorise les transformations des modes de production urbaine. Donc on est vraiment sur faire la ville, pas la gouvernance, etc. C'est vraiment la question des modes de production de l'urbain. Et donc à ce titre, il nous semble en effet intéressant de se saisir la question des Jeux Olympiques pour voir comment ce genre de méga-événement vient percuter les modes de production de l'urbain et les transformer. Donc de ce point de vue, on a, j'irais, deux questionnements, enfin deux lignes de questionnement. Un, j'irais, sur la question des temporalités dans la production urbaine. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, aujourd'hui, sur la production métropolitaine, un des enjeux essentiels de tout ce qui se passe comme innovation dans les modes de faire, les appels à projets, sur Inventons la métropole, Réinventer Paris, etc., joue sur la question de l'accélération de la production urbaine. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que les Jeux Olympiques, c'est aussi un facteur d'accélération de la production urbaine ? Comment on fabrique les Jeux Olympiques, avec quelles règles du jeu, quel type de procédure, jeu d'acteurs entre public et privé, etc. C'est une question évidemment centrale. Et deuxièmement, la question sur laquelle on va commencer à réfléchir là, dès cette année, enfin dans 15 jours, on commence un cycle d'auditions d'experts internationaux sur la question de la programmation des grands équipements et sur la question du rapport entre le temps, la programmation de l'événementiel et la programmation plus pérenne. Comment on rend compatible la programmation d'équipements avec une finalité pour un temps limité et la mutabilité de ces équipements. Et donc on lance... Vous voyez le début du programme, un cycle d'auditions d'experts internationaux, d'abord sur l'IBA de Hambourg, ensuite sur les Jeux Olympiques de Londres, puis sur les Jeux Olympiques de Shanghai et ensuite de Pékin. Donc en 6 mois, là, on se fixe de tirer des premières leçons sur la question des modalités de la programmation des grands équipements dans une approche rétrospective. Et puis la deuxième question, c'est le programme pour Hambourg et pour Londres. Et donc, la deuxième question, c'est la question plutôt de l'espace, du jeu d'échelle dans les Jeux Olympiques, et le rapport entre un événement mondial et son inscription locale, territoriale, question classique s'il en est, mais sur lesquelles, avec l'ensemble des étudiants de l'école, il y a une proposition qu'on met en œuvre d'une initiative d'un collectif d'étudiants de l'école qui est de réfléchir à cette question de l'inscription locale, l'inscription territoriale de ces grands équipements sous 3 angles qui nous semblent intéressants et peu traités jusqu'à présent, qui est la question de l'art dans la ville, la question de l'alimentation, des cycles alimentaires, et au moment de l'événement, servir des Jeux Olympiques pour travailler ces questions de cycle alimentaire, et la question du numérique. Voilà, et donc là, on a là aussi un cycle de 3 conférences en mars-avril, organisées par les étudiants, avec toute une série d'acteurs déjà du comité des Jeux Olympiques, etc., qui est programmé. Voilà, très rapidement, les 2 initiatives et les 2 questions de recherche, les 2 axes de recherche sur lesquels on veut travailler. Donc on est arrivé au terme de ces présentations. Juste un mot pour vous dire que vous pourrez suivre l'intégralité des communications d'aujourd'hui sur le site internet qui est ouvert donc à partir d'aujourd'hui même, www.u-orme.fr. Nous y diffuserons donc l'ensemble des communications d'aujourd'hui, mais ce sera aussi un portail où nous pourrons diffuser de l'information scientifique. Il y a aussi une revue de presse et l'ensemble des événements que
que nous allons organiser sera relayé sur le site, notamment le colloque du 18 et du 19 juin, qui est un colloque scientifique dont les appels à contribution sont ouverts. Donc j'invite les collègues qui veulent y participer à proposer donc une communication. C'est un colloque international qui porte sur les Jeux olympiques, état des lieux, hein, donc très ouvert au niveau thématique et très ouvert au niveau disciplinaire également, qui sera l'occasion de discuter entre les chercheurs sur l'ensemble de la communauté susceptible de travailler sur les Jeux et aussi avec les chercheurs internationaux. Voilà, donc des publications scientifiques, des articles de presse et l'ensemble des événements et l'ensemble des productions, enfin les travaux que nous menons seront aussi diffusés sur cette plateforme, ainsi que les travaux d'étudiants, puisque comme vous l'avez compris, et ça a été dit par un certain nombre d'entre nous, nous encadrons des travaux d'étudiants en master, en stage recherche, en lien donc avec les Jeux olympiques. Et donc leurs travaux seront consultables sur notre site.